toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, Justine de France. Elle ne pouvait pas rêver mieux comme patronyme parce que c'est une enseignante d'histoire-géographie qui remixe sa matière de prédilection sur YouTube. La prof, ce sera notre influenceuse à suivre. Et celle qui a une idée derrière la tech aujourd'hui, forcément, c'est Amélia Matar. Hello Amélia. Aujourd'hui, tu vas nous dresser le portrait d'une de tes idoles, Maria Montessori. Et oui, et au risque de voir se lever les boucliers des pédagogues puristes, je vais vous expliquer pourquoi Maria Montessori aurait été une formidable conceptrice tech. Eh ben, elle peut d'ailleurs peut-être rejoindre nos invités, elle aurait pu rejoindre nos invités aujourd'hui parce que oui, il va falloir former 400 000 à 500 000 talents du numérique sur les 5 prochaines années. C'est l'engagement du candidat Emmanuel Macron. Développement informatique, data science, intelligence artificielle, les écoles d'un nouveau genre se bousculent sur le marché pour attirer les futurs professionnels du numérique. Alors, comment faire son choix justement dans ces formations post-bac? Pour en parler à nos côtés, Éric Larchevêque, vous êtes le cofondateur d'AlgoSup. Bonjour Éric. Bonjour. Et Lucille Robinet, vous dirigez la communication d'Evencity. On en reparle dans un instant. Bonjour à vous. Bonjour. Mais tout de suite, focus. YouTube vous amène sur les bancs de l'école, ou plutôt à devenir enseignante. C'est l'histoire de Justine de France, son parcours. Évidemment, c'est Édouard Degnaud qui revient sur cette prof, encore une fois, pas comme les autres. Grâce à elle, le Moyen-Âge n'aura plus aucun secret pour vous. Justine de France est derrière la chaîne YouTube La Prof. Son domaine de prédilection, vous l'aurez compris, c'est l'histoire, et plus particulièrement le Moyen-Âge. La prof nous révèle des histoires et des anecdotes qu'on ne retrouve pas à l'intérieur des livres d'histoire géo. Elle propose à ses abonnés une manière différente d'aborder cette matière parfois difficile. Justine de France a fait de sa passion son métier. Elle était déjà vulgarisatrice sur YouTube avant de devenir professeure dans le secondaire. Depuis 2014 et le lancement de sa chaîne La Prof, Justine de France n'hésite pas à se déguiser et à se mettre en scène pour faire passer des contenus pédagogiques parfois complexes. Sa recette est toujours la même, beaucoup d'humour, une touche d'autodérision et énormément de pédagogie. Parmi les cours les plus en vogue, celle d'Aliénor d'Aquitaine, petite fille du premier troubadour, Guillaume IX d'Aquitaine, contribue à diffuser l'art du trobard au-delà des terres du Midi. En effet, elle épouse d'abord le roi de France Louis VII, puis le roi d'Angleterre Henri Plantagenet et reçoit des troubadours dans toutes les cours où elle s'installe. Elle transmet sa passion à ses enfants, qui épousent à leur tour plein de gens importants un peu partout en Europe, et paf, ça fait des troubadours. Avec près de 60 000 abonnés et quasiment 2 500 000 vues, La Prof s'est imposée comme l'une des youtubeuses d'histoire les plus suivies sur Internet. Mais Justine de France ne s'arrête pas là, parce qu'elle a également sorti son premier livre, intitulé « La vie quotidienne au Moyen-Âge ». Retour en plateau évidemment pour l'école du futur. Vous le voyez, Lucille, Éric, il y a ces profs absolument formidables qui sont partout, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, et qui inspirent justement ces élèves. Vous auriez rêvé d'avoir des profs comme ça, Lucille ? Je ne sais pas, je crois que j'en aurais pas rêvé parce qu'on n'en était pas là, parce qu'on ignorait ce que serait demain. On ignore toujours ce que sera demain d'ailleurs. Pourquoi pas? Je pense que ça peut permettre à plein d'élèves de raccrocher. De raccrocher par leur goût actuel, par ce qu'ils font en rentrant de cours, s'ils peuvent tomber dessus, ne serait-ce que tomber dessus, et que ça peut les raccrocher vers un cours d'histoire, vers un cours de français. Je crois qu'il y a aussi des professeurs qui se mettent à faire de l'orthographe, des grammaires, de la vulgarisation. Acceptable par plutôt des collégiens, c'est plutôt la cible, il me semble. Je trouve que c'est une excellente idée. Plus on encourage, plus on permet aux jeunes de ne pas se brider, d'aller vers la connaissance, vers le savoir et le savoir-faire, mieux c'est. Et justement, ne pas se brider et ouvrir le champ des possibles, surtout quand il s'agit de métiers numériques. On en parle tout de suite avec nos invités toujours. Et nous sommes donc à la recherche de 230 000 talents dès 2025 dans le secteur du numérique. Sortez les alertes enlèvement. Où sont-ils ces talents? Eh bien, peut-être dans les futures écoles, justement, qui veulent former ces talents. Il y a d'une part une inadéquation entre l'enseignement post-bac et les besoins du marché de l'emploi, les besoins des réalités aussi de ce marché, notamment du numérique. Éric Larchevêque, vous êtes le cofondateur d'AlgoSup. Pourquoi vous êtes lancé dans une formation 4.0 pour aller former les développeurs de demain ?
On a besoin de développeurs, d'expérience. Je suis fondateur d'une entreprise de tech qui recrute énormément. On a besoin de recruter des centaines de développeurs. On n'est pas les seuls et il n'y en a pas assez. Et le seul moyen de résoudre un petit peu cette équation, c'est de mettre de nouveaux développeurs sur le marché. Et donc, il faut les former, il faut créer des écoles, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Il y a de plus en plus de métiers qui nécessitent des développeurs. Donc, la seule manière d'y arriver, c'est de former des nouveaux développeurs, tout simplement. Lucille, du côté d'Avencity, on reviendra dans un instant justement sur le contenu et le parcours très étonnant de ce que propose cette école d'un nouveau genre. L'idée, c'était de se dire avant tout quoi ? On a identifié le fait que les formations qui sont proposées aujourd'hui sur le marché ne collent pas vraiment avec les réalités du marché de l'emploi. Oui, on a identifié ça en questionnant justement des grandes entreprises dans le monde. Avant de monter à Avencity, l'idée c'était on a interrogé 200 recruteurs dans le monde pour savoir quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes, comment ils arrivaient à recruter ou pas. Et cette étude a été menée de manière à se dire, le constat a été rapidement fait, on manque de chefs de projet en IA, on n'a pas de compétences en IA, on a des briques supplémentaires suite à une école d'ingénieurs en général, avec une brique supplémentaire, mais on ne forme pas en IA. Donc ça, c'était notre première question, de répondre à l'employabilité. On forme, on veut former des étudiants qui soient employables tout de suite et qui répondent aux attentes des entreprises. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est quand on a lancé Avencity, le jour de la conférence de presse de lancement, un des patrons de la IA dans une grande entreprise française nous a dit « Dépêchez-vous, on vous attend ». Voilà. C'est une très belle façon, en effet, de vous porter sur les fonds baptismaux. Et on y reviendra justement dans un instant à cette question cruciale de l'employabilité. Éric Larchedec d'abord, AlgoSup. Alors AlgoSup, c'est une école d'informatique unique en son genre, là aussi, puisque vous formez à Vierzon depuis 2019, si je ne m'abuse, des développeurs. La formation, elle est post-bac, elle dure 5 ans et c'est un cursus 100% en anglais. Oui. Est-ce qu'il y a un portrait robot de l'étudiant chez AlgoSup ou de l'étudiante d'ailleurs ? Alors oui, de l'étudiante justement, puisque un des enjeux, si on veut former plus de développeurs, il faut trouver plus d'étudiants, et donc il faut réussir à les recruter. Et l'objectif d'AlgoSup, c'est justement d'aller élargir ce recrutement. Le portrait robot, ce ne sont pas forcément des geeks. On peut retrouver principalement à l'école 42, par exemple, ou ailleurs. Donc il y a évidemment des geeks chez AlgoSup, mais ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont créatifs et pour élargir justement et faire face à ce défi culturel, par exemple, chez les filles qui ne s'intéressent pas à la technologie, à l'informatique, c'est faire ce recrutement par un jeu vidéo qu'on demande à nos étudiants de jouer un petit peu en premier test. Et ça peut révéler, en fait, finalement, s'ils ont bien l'esprit pour être développeur. Et peut-être que si Maria Montessori avait joué à ce jeu, on aurait pu voir qu'elle avait cette capacité, effectivement, de faire de la tech. Et donc, du coup, on espère comme ça créer des vocations en proposant à des personnes qui, culturellement, ne s'intéressent pas forcément au développement, de venir voir ce que c'est, de le découvrir. L'idée, c'est donc de se dire que c'est bien un état d'esprit et ce n'est pas des savoirs préconçus qu'on recherche justement pour aller développer ces talents du numérique. On cherche des créatifs. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas juste maîtriser finalement la technologie, c'est être capable de créer, construire des systèmes informatiques, c'est les développer, c'est créer. C'est comme si on disait que les architectes, finalement, c'était que des personnes qui savent utiliser des outils pour dessiner des plans. Pas du tout, ce sont des créatifs. Les développeurs, c'est pareil, nous on forme des développeurs généralistes, donc on cherche avant tout des créatifs. Et alors, je croyais que la langue vernaculaire, justement, d'AlgoSup, ce serait les langages informatiques dans lesquels ces développeurs et développeuses vont justement pouvoir coder, mais non, c'est l'anglais, un cursus 100% anglais. Là aussi, même si on n'est pas forcément un crack du bilinguisme, on peut quand même... Oui, parce qu'en fait, évidemment, il y a 1 jour par semaine d'anglais, pour ceux qui en ont besoin. Donc, on recrute des personnes qui ne sont pas du tout bilingues. Par contre, quand elles vont sortir, elles seront bilingues. Pourquoi l'anglais ? Parce que c'est la langue de l'informatique, c'est la langue du monde du travail. Et cela nous permet aussi de faire venir des intervenants du monde entier. Les personnes qui vont venir justement apprendre les langages, parce qu'on fait quand même de la tech, vont venir des GAFAM, de la Silicon Valley. On va aller chercher les meilleurs et les faire venir. Et donc, le fait d'avoir ce cursus en anglais nous permet de nous ouvrir au monde. On fait venir des géants de la Silicon Valley, mais tout en ayant quand même un esprit critique sur ce qu'ils peuvent proposer comme forme de technologie, parce que c'est là aussi un des enjeux aujourd'hui. On forme des têtes bien pleines en matière de numérique, mais aussi des cerveaux et des talents qui vont devoir créer la tech de demain. Aujourd'hui, on est en rébellion face aux technologies.
Alors, on apprend surtout à apprendre. Dans n'importe quelle école, je pense que ce qui est important, c'est la capacité, effectivement, de pouvoir avoir les clés de l'apprentissage et de pouvoir se former en permanence, puisque c'est vrai que les technologies évoluent. Les langages d'aujourd'hui ne seront pas forcément les langages de demain. Il faut quand même faire attention à la nouveauté et pas se laisser porter par toutes les dernières langages à la mode, etc. Donc, apprendre des bases qui sont fortes, mais surtout cette capacité de toujours apprendre à apprendre et surtout avoir un esprit critique et se remettre en question. Et cette partie-là, c'est plutôt le savoir-être. En fait, c'est un autre apprentissage qu'on a chez AlgoSup, la capacité de travailler en équipe, de comprendre le monde qui nous entoure, le monde du travail, de s'exprimer, avoir confiance en soi, d'avoir un esprit critique. Parce que ça aussi, cette capacité de pouvoir aller en entreprise et d'être opérationnel, c'est important. Et justement, cette agilité, c'est ce qui vous caractérise aussi, Éric Larchevêque, parce que je ne brise pas un secret d'Alcove, mais vous êtes bien évidemment des cofondateurs de Ledger, une de nos plus belles sociétés en matière de crypto et de blockchain et de cyber sur le secteur numérique français. Vous êtes aussi le mentor et un des investisseurs d'M6, donc qui veut être mon associé. L'enseignement, pour vous, c'est une aventure entrepreneuriale un peu différente des autres. Alors, elle est différente parce que la mission n'est pas la même. Par contre, c'est de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que si on veut former plus de développeurs, il faut que l'école se développe. Et donc, elle doit se baser joli sur lapsus. Non, mais c'est vrai, elle doit se baser sur un modèle économique sain. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est une aventure entrepreneuriale comme les autres et qu'il faut qu'elle puisse se développer. Et donc, je la traite finalement pas tellement différemment. C'est juste après une question de mission qui je considère comme plus noble et donc sur lesquelles j'ai une attention plus particulière. Mais c'est très important de construire un modèle économique viable. Et ce modèle, justement, on va aussi l'expérimenter avec vous. Lucille Robinet, vous êtes donc la directrice de la communication d'Avancity. Aven pour AI, comme intelligence artificielle. Jusque-là, tout va bien. C'est un peu le Sciences Po des écoles d'ingénieurs. Elle est installée à cette école sur le campus de Paris-Cachan dans le Val-de-Marne, et ce, depuis la rentrée 2020. Vous misez, cette fois-ci, encore une fois, sur l'intelligence artificielle comme langue vernaculaire des métiers du numérique et de l'innovation. Il y a une baseline dans cette école, technologie, business et société. Oui, l'école est fondée sur ce triptyque technologie, business et société qu'on retrouve au sein de tous les programmes d'Avancity. L'idée, c'était de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas superposer les couches d'enseignement. Il faut une réelle hybridation des compétences. Et l'hybridation des compétences, elle se retrouve dans chaque année de chaque programme de l'école. Que vous rentriez post-bac, en admission parallèle, en formation exécutive, vous aurez toujours cette hybridation des compétences au sein de chaque année. 50% de technologie, évidemment, il faut un bagage lourd, technique, scientifique. 25% de business, on fait de l'IA pour que ça marche, pour que ça se vende et pour que ça corresponde à un besoin du marché. Mais on n'en oublie pas l'éthique. Et 25% d'éthique parce qu'on forme des IA ingénieurs, c'est ce que nous, on a décidé de former, qui sont des ingénieurs responsables, responsables de ce qu'ils font. La technologie en soi n'est pas dangereuse. C'est évidemment bien ce que l'homme en fait. Voilà pourquoi la baseline d'Avancity aujourd'hui. Et si on veut vous rejoindre, si on veut candidater justement à Avancity, on fait comment ? Imaginons que je suis une lycéenne post-bac et je me dis oui, l'intelligence artificielle est faite pour moi, mais je ne suis pas forcément méga forte en maths. Je peux quand même venir ? Vous pouvez quand même venir. On a la diversité et un engagement qu'Avancity a pris au sein de la société à mission que nous avons choisi on s'est structuré en société à mission dès le départ. Et parmi les engagements que nous avons pris, il y a la diversité, ce qui fait que nous accueillons, quel que soit le bac que vous avez fait, vous pouvez être admis à Avancity. Ça ne veut pas dire que vous êtes admis automatiquement, mais vous pouvez l'être. En fait, l'idée, c'est de se dire, on a besoin de têtes bien faites en sciences, mais on a aussi besoin de têtes bien faites en business, et on a aussi besoin de têtes bien faites en philo. Et pour qu'effectivement, ils n'arrivent pas à la rentrée déboussolés, complètement armés, s'ils intègrent, imaginons qu'ils s'inscrivent au mois de mars. Et bien là, ils peuvent rentrer dans le programme qui s'appelle Boarding for Avancity. Et tout au long de l'année, grâce à un partenariat que nous avons avec LinkedIn, ils peuvent mettre à jour leurs compétences, se former et réussir à parvenir à la rentrée avec un niveau quasi équivalent à ceux qui auraient fait un bac S si on a fait un bac
enfin qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs, Ouais. mais voilà, mais j'ai un peu de mal, on va dire majoritairement scientifique plutôt que littéraire. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut rentrer à n'importe quel moment de l'année? Non, ça veut dire qu'on va rentrer on va rentrer en septembre, octobre, enfin la rentrée va être à ce moment-là. Il y a quelques admissions parallèles en première année, rentrée décalée, en février, mais on rentre généralement en septembre. Et on est avec vous pour combien de temps exactement? Et on est avec nous, alors si on rentre post-bac, on est avec nous 5 ans au sein d'un programme grande école qui délivre un titre RNCP niveau 7, donc nos diplômes sont reconnus par l'État bien évidemment. Et sinon, effectivement, on peut nous rejoindre en admission parallèle en 2, 3 et 4. Eric, l'entrepreneur que vous êtes aurait aimé avoir Haven City pour se lancer? Je pense que l'intelligence artificielle, à mon époque, n'existait pas encore vraiment, c'était assez confidentiel. Donc c'est très bien de voir en fait des écoles qui aujourd'hui arrivent et qui proposent finalement seulement diplômants dans des spécialités parce que c'est aussi nécessaire. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle fait partie des domaines de prédilection qui sont de plus en plus demandés. Donc ça, il n'y a aucun doute sur le débouché de ce type de formation, c'est certain. Et justement, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Beaucoup d'ailleurs, grâce ou à cause, en fonction de l'endroit où on se pose, de l'intelligence artificielle. Mais l'employabilité, on l'a dit, c'est un des fondamentaux de vos 2 propositions de parcours pédagogique. Développer les compétences demandées dans les métiers du futur, garder cette agilité jusqu'au bout sur les professions à venir. Eric, comment est-ce que vous le faites entendre à vos étudiants et à vos étudiantes? C'est assez simple. L'école, finalement, est structurée comme une entreprise. Il y a des horaires d'entreprise, il y a un fonctionnement assez identique et en fait un environnement assez identique. Parce qu'on veut que le choc culturel se fasse quand l'étudiant arrive dans l'école et non pas lorsqu'il arrive dans le monde de l'entreprise. On veut que lorsqu'il arrivera dans le monde de l'entreprise, il soit complètement préparé, il sache ce que c'est, travailler en groupe, travailler en équipe, avoir une idée du fonctionnement du management, même des économies de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, vraiment des bases. Et donc c'est en adaptant finalement l'école que l'on va permettre à l'élève d'être prêt. Et il y a évidemment beaucoup de projets qui sont faits pour que l'élève soit habitué à cet environnement de travail et puisse être opérationnel dès le début. C'est une immersion from scratch en très mauvais franglais. Lucille, justement, je crois, on l'a dit tout à l'heure, l'employabilité, c'est une des premières raisons de la création même d'Haven City. Mais je crois qu'il y a aussi cette idée de se dire qu'on peut se former évidemment tout au long de la vie, mais même quand on a été une fois étudiant ou étudiante d'Haven City, on peut revenir, on peut continuer à mettre à jour, finalement comme sur un logiciel ou comme sur un algorithme, on peut continuer à mettre à jour son diplôme et ses savoirs. Tout à fait. En fait, on n'a pas un diplôme, on n'est pas diplômé une fois et nos connaissances sont figées. Et on y a plus que sur tous les sujets, mais on devrait considérer ça pour toutes les matières. Et c'est pour ça qu'on a breveté la garantie de mise à jour à vie du diplôme. C'est très simple, en fait. L'idée, c'est de se dire... je suis sortie en 2022, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé en 2023, ça m'intéresse. Je peux retourner à l'école quand je le souhaite, m'inscrire à un certificat, compléter mon parcours gratuitement et mettre à jour mon diplôme dans la blockchain. Voilà, grâce à un partenariat que nous avons établi avec BC Diploma. En fait, c'est pas chez Ledger, mais voilà, et la mise à jour du diplôme se fait automatiquement et gratuitement. Les étudiants diplômés du programme Grande École peuvent revenir pendant 10 ans, suivre une formation, quelle qu'elle soit, à Haven City. Après, il y aura peut-être un type d'abonnement assez léger, voilà, mais pendant 10 ans, les diplômés du Grande École peuvent revenir. Les diplômés des autres programmes peuvent aussi le faire, mais on ne coupe pas les accès. C'est-à-dire que l'étudiant a toujours accès aux ressources documentaires. Voilà, il est diplômé de l'école, mais il a toujours accès à Haven City. Et on imagine que pour vous, à terme, ça peut être aussi une formidable base de données d'expertes et d'experts en IA et dans ces métiers. Oui, non seulement pour venir peut-être comme expert revenir enseigner à l'école, pourquoi pas, pour avoir une démarche auprès des entreprises et puis effectivement un super vecteur de communication pour nous aussi. Voilà, rien de mieux qu'un diplômé. Absolument. Eric, le fait de se dire que oui, on va avoir des bases en venant chez AlgoSup et en étudiant pendant 5 ans le développement informatique, mais que c'est pas fini. Après ces 5 ans, on peut toujours se former au fur et à mesure, au fil de l'eau, et il le faut parce qu'encore une fois, 85% de ces emplois de 2030 sont encore en cours de création. C'est aussi important. Oui, c'est pour ça que nous, on a pris le choix de former des développeurs généralistes full stack. C'est-à-dire, la proposition de valeur, un peu, on va dire, c'est quand vous venez chez AlgoSup, vous choisissez de ne pas choisir. Parce que c'est vrai que quand on sort du lycée, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va travailler dans tel ou tel secteur, telle ou telle industrie ?
Donc on essaie d'expliquer à nos étudiants qu'en venant justement apprendre la programmation, le développement de manière assez horizontale, un petit peu on peut tout faire et donc on va pouvoir choisir après. Et ensuite, c'est notre engagement d'apprendre à apprendre en fait, à nos étudiants de finalement pouvoir ensuite continuer à s'auto-former. On n'a pas encore prévu le fait de revenir. Ça, c'est une très bonne idée. C'est peut-être des choses qui pourront se faire après. Bon, si vous voulez faire de l'espionnage industriel, allez-y, vraiment, on est là pour ça. Mais pour l'instant, c'est 5 ans. C'est déjà 5 ans, parce qu'effectivement, il faut 5 ans pour former un bon développeur. C'est le temps que ça prend. Ouais. Allez, choisir de ne pas choisir. Moi, je choisis d'aller faire un tour du côté de la planète tech. Et oui, parce que Cheryl Jessica Isenga a forcément sélectionné pour nous des vidéos et des images qui vont vous faire réagir, vous allez voir. That one has no battery yet. That one I couldn't charge. If not, I would show it to you. It's called the HoloLens. That one is called the HoloLens. Yeah, the little whip thing is a little weird. Myocardial infarction, due to a lack of oxygen supply through a blockage in the coronary vessels. Cells can be damaged or die if not treated quickly. Et on est de retour évidemment sur le plateau de l'école du futur avec les super-héros des formations de demain, j'allais dire, qui sont déjà quand même bien aujourd'hui. En effet, comment se former au métier du numérique, que ce soit du côté de l'intelligence artificielle ou du développement informatique. Éric Larchevêque, cofondateur d'AlgoSup, et Lucille Robinet, directrice de la communication d'Ivan City, sont évidemment avec nous. On continue notre discussion dans un instant, mais d'abord, bien évidemment, Amélia Matar a une idée derrière la tech. Et Amélia, allez, je te donne tout le temps que tu veux pour dresser ce portrait d'une de tes héroïnes réellement, Maria Montessori. On entend régulièrement parler d'elle, mais qui était-elle vraiment ? Mais oui, en effet, Marjorie, impossible de parler de pédagogie Montessori sans parler de l'histoire de Maria Montessori, pédagogue de renommée mondiale. Alors très rapidement, Maria Montessori naît le 31 août 1870 à Caravalle, en Italie. Elle est souvent considérée comme la première femme médecin. Alors tout d'abord, Maria Montessori s'occupe d'enfants déficients au sein d'une clinique psychiatrique. Elle prend en charge ces enfants déficients qui font des progrès absolument fulgurants. Il faut avoir conscience qu'en 1906, Maria Montessori n'était connue que d'un cercle d'initiés. En 1908, elle est connue mondialement. Alors que s'est-il passé en 2 ans, sachant que Maria Montessori n'avait pas de compte Twitter ?
Votre petit compte Insta, non plus. Okay, non plus, même pas TikTok, rien du tout. Forte en fait de sa première expérience auprès de ses enfants déficients, de cette expérience réussie, et persuadée que sa méthode peut fonctionner sur des enfants sains, elle ouvre sa première école en 1807. Il lui en est fait proposer d'installer une école au sein d'un quartier pauvre de Rome afin de prendre en charge des enfants qui errent toute la journée dans la rue. Donc le 6 janvier 1907, il y a donc 115 ans, ouvre la première école Montessori. Et les résultats qui vont être observés dans cet établissement vont bouleverser l'éducation et auront un impact à travers de nombreux pays dans le monde. Alors, à noter par ces temps troublés, Maria Montessori considérait l'éducation comme un puissant levier de paix entre les peuples. Jusque-là, elle pensait que l'enfant à qui on respecte les lois naturelles de développement vit en paix avec ses pairs et conserve adulte cette posture vertueuse. Alors, beaucoup de personnalités de l'époque s'enthousiasment et Maria Montessori écrit alors son premier livre pour relater cette expérience de première école. Ce livre est traduit dans 20 langues et connaît le début, et marque le début d'une production très riche pour elle. Son succès est absolument énorme. Elle est reçue par Edison aux États-Unis. Une association Montessori américaine est formée sous la présidence de Graham Bell, rien que ça, le fondateur, l'inventeur du téléphone. La Seconde Guerre mondiale la contraint à l'exil. Elle se réfugie en Inde où elle se lie d'amitié très fortement avec Gandhi. Là aussi, son approche devient colossale. Et sa méthode reste aujourd'hui très populaire parce qu'on compte près de 20 000 écoles Montessori dans le monde. Alors, il est intéressant de noter justement aujourd'hui que de nombreux dirigeants de la Silicon Valley sont passés par une éducation Montessori. Par exemple, Sergey Brin, Larry Page ou Jeff Bezos, pour ne citer qu'eux. Et justement, je pense que si Maria Montessori avait été entrepreneur en 2022, allez, tentons cet anachronisme, je crois qu'elle aurait eu toutes les qualités pour réussir dans la tech. Ou pour aller chez Algosup, visiblement. Parce qu'Éric Larchevêque aurait bien recruté Maria Montessori comme étudiante. Mais, comme c'est pas possible, malheureusement, si elle avait vraiment été product owner, tiens, par exemple, ça donnerait quoi? Eh bien, tout d'abord, véritablement, Maria Montessori était adepte du test and learn, alors sans le savoir évidemment. Donc le test and learn, vous le savez, consiste à mettre à l'épreuve un certain nombre d'hypothèses, de collecter les résultats ensuite pour améliorer son produit. C'est précisément ce qu'elle a fait. La première hypothèse qu'elle a posée, c'est que les enfants déficients peuvent apprendre si la méthode qu'on leur propose est adaptée, ce qui à l'époque n'était pas du tout validé. Donc la première mesure de résultat, c'est qu'effectivement les enfants déficients dont elle a eu la charge ont passé le certificat d'études à l'époque, l'ont réussi et ont même dépassé les enfants normaux dans les résultats, ce qui a surpris beaucoup de monde. Sa deuxième hypothèse, c'est que cette éducation qu'elle a pensée pour les enfants déficients peut être appliquée à des enfants dits normaux. Et effectivement, on sait aujourd'hui que l'approche Montessori est plébiscitée, même d'un point de vue scientifique. Deuxième chose qui aurait fait d'elle une super tech, je pense, c'est qu'elle était vraiment presque obsédée par la notion d'observation. Ouais. Dans l'approche Montessori, l'observation est centrale. Ça fait même partie du diplôme d'éducateur Montessori officiel. On apprend à observer les enfants. Sur l'image qu'on va pouvoir voir, on dirait qu'elle est en plein test utilisateur. Voilà, une image qu'on verra peut-être. On peut voir cette image, je suis vraiment ravie. Mais ce qu'on sait, c'est que véritablement, Maria Montessori incroyable. Plaçait l'observation au cœur de la conception des activités. De cette observation, elle a permis véritablement de construire une connaissance de l'enfant très très forte. Et on sait pareil qu'un bon tech a une connaissance de son utilisateur importante. Maria Montessori a passé près de 40 ans à comprendre l'enfant. Je pense que peu de pédagogues ont une connaissance aussi fine de ces enfants, de l'utilisateur. Alors, je ne peux pas décrire aujourd'hui tout ce qu'elle a découvert de l'enfant, mais elle est allée très, très loin dans la compréhension de l'enfant. Elle a notamment compris que l'enfant a un esprit absorbant, ce qu'on appelle aujourd'hui la plasticité neuronale. Elle a compris que la concentration est essentielle pour le développement de l'enfant et que, aujourd'hui, cette capacité à se concentrer, on le sait, est plus prédictive de la réussite scolaire que le QI. Elle a aussi observé que l'enfant passe par des périodes sensibles, donc des moments où l'enfant va être irrésistiblement attiré par des éléments de son entourage, comme par exemple le langage ou l'ordre, au détriment d'autres éléments. Pour dire les choses plus simplement, elle a vraiment compris très finement l'enfant et aujourd'hui les sciences plébiscitent et effectivement valident ses découvertes. Donc Maria Montessori, pro
de l'user experience, pro aussi, justement du sur-mesure. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, alors je ne dirais pas que vos 2 propositions d'école reflètent la pédagogie Montessori, mais quand même, il y a cette idée d'être à l'écoute aussi de ces étudiants et de ces étudiantes, quel que soit leur parcours, avant même d'intégrer vos écoles, et comment est-ce qu'ils conçoivent aussi leur métier de demain et la façon dont ils vont pouvoir aussi tirer parti des parcours pédagogiques que vous leur proposez, Eric. Oui, tout à fait. Déjà, sur le parcours en général, nous, on a un arbre de 50 compétences et l'étudiant va choisir effectivement un petit peu son parcours pour pouvoir apprendre. Donc, il y a une certaine flexibilité. Alors, ce n'est pas complètement à la carte, il ne faut pas non plus exagérer. Mais par contre, il y a une question d'adaptation et aussi, en fait, il y a ce qu'on appelle le défi dingue. Ça va être un des éléments diplômants en fait, par rapport au parcours. C'est quelque chose, un projet que l'étudiant va choisir lors de sa première année et ensuite mettre ses 4 prochaines années à faire. C'est un peu comme une thèse, on va dire. Donc là aussi, il y a vraiment un parti pris très personnel dans la conception de ce projet. Ce ne sont pas des projets qui sont donnés par les entreprises parce qu'il est important que ce soit porté par l'étudiant. C'est quasiment entrepreneurial. Donc là aussi, ça fait partie effectivement de ce parcours où l'étudiant va pouvoir choisir ce qu'il va faire et prendre des décisions importantes sur son parcours. Lucille, Montessori appliqué à l'IA, ça donnerait quoi ? Ça donnerait la clinique de l'IA, peut-être, en fait. Oui. La clinique de l'IA, c'est 6 à 9 heures par semaine, au sein de laquelle tous les étudiants se retrouvent du programme Grande École, alors par année, évidemment. Et c'est chez Haven City. Et c'est chez Haven City. L'idée, c'est de se dire, l'IA, aujourd'hui, tout le monde en parle, on ne sait pas trop comment s'y prêter, les entreprises savent bien qu'ils doivent s'y mettre, mais ils ne savent pas très bien par quelle boule prendre, et ils n'ont pas forcément les moyens financiers, notamment les PME et ETI. Et l'idée, c'était qu'ils puissent venir proposer leurs projets, en tout cas leurs difficultés, ce qu'ils ont en cours, en fait, à nos étudiants, et leur permettre de travailler dessus. En fait, c'est un échange de bons procédés, c'est pro bono. L'entreprise vient avec son souci, la difficulté, enfin bref, ce qu'il rencontre aujourd'hui, ou simplement des données, et va les transmettre aux étudiants de la clinique de l'IA qui vont travailler dessus pour leur proposer une solution à mettre en place au sein de l'entreprise. Évidemment, les étudiants sont encadrés par leurs professeurs. Ils travaillent 6 à 9 heures par semaine sur le projet. Ça fait partie intégrante du programme d'Haven City. Ça fait partie du diplôme. Il y a une note à la fin. Et l'entreprise, à la suite de ça, met en place, au sein de son entreprise, le projet déverrouillé par les étudiants de l'école. Évidemment, l'entreprise est associée tout au long de la résolution de ce problème en général, ou en tout cas dans la solution qui est proposée pour la mise en place d'une IA au sein de l'entreprise. Amélia, tu utilises évidemment beaucoup les principes, et les principes tout court d'ailleurs, les concepts de Maria Montessori chez Coloris, dont tu es la cofondatrice également. On parle beaucoup de Maria Montessori évidemment pour la petite enfance, pour le primaire, le parcours scolaire du jeune enfant, mais est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans l'enseignement supérieur ? Oui, c'est d'ailleurs ce que fait une entreprise comme Ada Tech School, par exemple, sur la formation numérique, qui revendique clairement l'approche Montessori proposée aux élèves, avec cette idée aussi très centrale dans l'approche Montessori de libre choix. Vous l'avez évoqué l'un et l'autre, parce qu'on sait que quand on choisit librement son enseignement, on est d'autant plus motivé, on déclenche ce qu'on appelle cette motivation endogène, qui permet à l'étudiant d'aller beaucoup plus loin dans ses apprentissages. À la Tech School, évidemment, qu'on recevra dans l'école du futur, parce que surtout, c'est un bel hommage à Ada Lovelace, évidemment. Alors, qui seront les Ada Lovelace, justement, des années 2030 ? On le découvre tout de suite avec nos invités. On continue à parler de ces formations. Toujours avec Éric Larchevêque, évidemment, pour AlgoSup, Lucille Robinet pour Haven City. Et un des concepts en fait, qui vous réunit, c'est l'ancrage territorial de vos 2 écoles. Éric, pour vous, c'est Vierzon. Vierzon, oui. Alors d'abord, c'est une ville qui est chère à votre cœur, parce que ça a été, si je ne m'abuse, le lieu de création, de démarrage de Ledger, de l'entreprise que vous avez cofondée. Et puis aujourd'hui, c'est aussi un enjeu de rayonnement, d'attractivité pour le territoire. Alors complètement, et c'est aussi un enjeu pour l'école. C'est-à-dire quand on a regardé un petit peu quelles étaient les premières problématiques que rencontraient des écoles pour se développer, c'est l'immobilier. Quand un concept marche, il faut s'agrandir. Et donc, ils passent leur temps à déménager. Et donc, quand on a créé AlgoSup, on s'est dit on doit trouver un endroit où la réserve foncière n'est pas un problème. Et donc, Vierzon, comme on avait cette proximité déjà qui était présente, a été
un choix tout à fait logique, parce que c'est pas très loin de Paris, c'est 1h30 en train, 2 heures en voiture. Et en plus, effectivement, ça contribue au rayonnement, en fait, à l'attractivité de la région, de la ville. Chose qu'on a mis en place déjà avec Ledger et d'autres initiatives. Et donc, c'est important aussi, je pense, de sortir du carcan des grandes capitales, des grandes villes. Et on le voit bien, de toute façon, même avec le développement du télétravail et tout ce qui a pu se passer ces 2 dernières années, de plus en plus de personnes vont privilégier la qualité de vie. Et le fait d'être à Vierzon, en fait, s'inscrit complètement dans cette démarche. Et de créer, par exemple, sa propre capitale, finalement, du numérique, de la formation, de l'enseignement. Je crois que l'ambition, c'est ni plus ni moins que de devenir un campus européen. Oui, le modèle d'AlgoSup, c'est pas de créer et d'essaimer des petits AlgoSup dans plein de villes, mais effectivement de créer un campus européen et donc le faire au centre de l'Europe. C'est quelque chose de tout à fait logique. Et de toute manière, quand on va voir, justement, on fait venir nos intervenants, par exemple de la Silicon Valley, ils regardent, ils disent c'est la banlieue sud de Paris. Donc le fait d'être à Vierzon, finalement, ça pose pas de souci dans cette vision vraiment globale. Welcome to Vierzon. Exactement. Alors, par contre, vous avez de la concurrence en matière de territoire, parce que pour vous, Lucille Robinet, pour Event City, le campus du numérique, c'est Paris-Cachan, bien évidemment, et c'est la ville surtout de Cachan et du Val-de-Marne. Pourquoi avoir réintégré le territoire que l'ENS avait laissé vacant ? Parce que d'abord, Cachan est une ville qui se consacre à l'enseignement supérieur depuis très longtemps. On est entouré aujourd'hui et on a la chance d'être au sein d'un campus universitaire sur lequel des écoles historiques, évidemment, ont vécu. Alors l'ENS Cachan, évidemment, qui est parti à Paris-Saclay et qui nous a permis, du coup, de nous installer. Le départ nous a permis de nous installer. On a l'ESTP, qui est quand même une très ancienne école, l'École supérieure des travaux publics de Paris. À côté de nous vient de nous rejoindre l'EPF, qui est l'EPF École d'ingénieurs, qui est l'ancienne école polytechnique féminine, donc très engagée sur la parité, qui était auparavant à Sceaux, qui vient de s'installer à côté de nous. On a un petit peu plus loin les ITC, qui est aussi une école de construction. On a une école d'ostéopathie extrêmement moderne qui s'appelle Ostéobio, l'IUT de Cachan. Enfin voilà, il y a un vrai pôle d'enseignement supérieur qui se crée, essentiellement d'écoles d'ingénieurs ou d'ingénierie, je mets des guillemets, privées, mais en tout cas qui ont à cœur cette réussite de l'enseignement supérieur sur ce territoire. D'ailleurs, elles ont mis en commun un certain nombre de choses pour constituer l'Alliance pour la science et les technologies Paris-Cachan. Et en fait, pour promouvoir justement des actions sur ce territoire, au service de la ville, au service du territoire de manière plus large, et tout d'abord au profit des Cachanais. Ville de Cachan, c'est une ville dans laquelle on a été formidablement accueillis et on a monté déjà beaucoup de choses ensemble. On a des partenariats à venir et on accueille d'ailleurs vendredi prochain le Forum des métiers de la ville de Cachan. Et j'imagine aussi que c'est un formidable laboratoire à ciel ouvert pour vos 2 Vierzon d'un côté, Cachan de l'autre, parce que ça vous permet aussi d'avoir en montée en compétences des projets très concrets peut-être, des cas d'école, des cas d'études assez tangibles là aussi à faire porter par vos étudiants et étudiantes. Alors, des actions tangibles à faire monter, mais surtout une action en responsabilité. En fait, c'est peut-être ça qu'on travaille énormément avec la ville et avec le territoire, c'est que nous, on veut former des acteurs engagés et responsables. Et nos étudiants doivent mener une mission citoyenne au cours de leur parcours. Au cours des 5 ans qu'ils vont passer chez nous, ils ont 6 mois à faire de mission citoyenne, essentiellement dans des associations solidaires et sociales de la ville. Peut-être du territoire si on a du mal à pourvoir tous les postes. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on doit avoir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on doit avoir non seulement des têtes bien faites, des têtes technologiquement bien faites, mais des acteurs responsables. Et ça fait partie de cet engagement qu'on a pris avec le territoire et la ville de Cachan. Et cette responsabilité, on le sent justement dans les parcours que vous proposez au sein d'AlgoSup et d'Event City. C'est notamment un enjeu, ni plus ni moins, que de créer le numérique de demain. Pour vous, Lucille Robinet, c'est très clair. Quand on met un tel axe, un tel curseur sur l'IA éthique, l'IA de confiance, l'IA durable, c'est parce qu'on veut aussi que ces futurs professionnels du secteur puissent avoir toutes les données pour réussir à la mettre au point. Oui, réussir à la mettre au point, mais ça, je pense que n'importe quel professionnel du secteur qui sera formé en IA réussira à mettre une technologie au point, une IA au point. Ce qu'on veut, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on veut que ces jeunes diplômés aient une vision très à la mode, dite 300 à 360, mais en tout cas, qu'ils soient capables de monter un projet IA de bout en bout et de le comprendre de bout en bout. Quand on forme des chefs de projet en intelligence artificielle, il faut qu'ils puissent
du début, de la conception à la finalisation, à la mise en place sur le marché et à la manière dont on va s'en servir, avoir une vision complète du produit. Eric, l'idée, c'est de leur faire prendre conscience dès le départ qu'on fait partie d'un écosystème et que donc, il faut pouvoir comprendre, pas forcément maîtriser chaque bout de la chaîne, mais comprendre les tenants et aboutissants d'un programme informatique qu'on est en train de développer, de son impact sur la société, sur l'entreprise, sur les utilisateurs et utilisatrices finaux. Complètement, puisque un programme informatique, c'est pas juste du code, c'est effectivement la mise en place d'un long processus qui allie l'entreprise, les utilisateurs, les clients, etc. Et donc c'est pour ça qu'il est important, en plus d'avoir en fait un enseignement technologique fort, d'avoir des clés pour comprendre ce qu'est un projet, ce qu'est une interface, ce qu'est une entreprise, et donc de pouvoir effectivement être opérationnel de façon très pragmatique et pas juste être un virtuose du code. C'est pour ça que on essaie d'avoir cette ouverture chez AlgoSup, encore une fois, de recruter des créatifs, parce que c'est ça pour nous le mot-clé en fait d'un bon développeur ou d'une bonne développeuse, c'est le fait de pouvoir être créatif. Parce que c'est ça, c'est créer, c'est pas juste coder et faire de l'algorithmie, c'est vraiment un ensemble de choses, et ça c'est important. Est-ce que cette créativité, c'est un argument de vente, si j'ose dire, pour justement aller chercher des talents au féminin chez Oui, vous? complètement, parce que d'un point de vue culturel, l'informatique n'est pas en général le premier choix chez les filles, parce qu'elles ne sont pas exposées, elles vont plutôt aller en école de commerce, etc. Et on pense que ça évolue, que ça change, mais ça met du temps. Et donc, pour tout simplement les exposer à cette opportunité de carrière, le fait de leur proposer, par exemple, de jouer à un jeu vidéo, c'est quelque chose qu'elles peuvent faire. Et après, on peut leur dire, en analysant la manière dont elles ont joué, en disant, oui, vous avez cet état d'esprit qui vous permet d'être développeuse et donc de pouvoir vous intéresser à ces métiers. Et donc, on espère que de cette manière, on arrivera effectivement à arriver à une parité, parce que oui, c'est un objectif. Aujourd'hui, on n'y est pas, on est à 15-20%, donc on en est loin. Mais on travaille pour y arriver. Et ça, je pense que c'est un moyen très concret pour justement permettre d'améliorer cette parité. Alors, je ne veux pas tout de suite en venir aux insultes, mais je connais quelqu'un qui fait mieux que vous sur ce plateau en matière de parité. C'est Lucille Robinet. Déjà, oui, ça, j'imagine. 50% de talents féminins chez Event City. C'est quoi le driver? Même Qu'est-ce qui nous, fait qu'elles vous disent oui? Nous avons été presque les premiers étonnés. On pensait c'était un souhait. On avait axé sur la diversité, qui était vraiment un sujet, un engagement qu'on avait pris en fondant Event City, mais 50%, ça nous a impressionnés. Bon, on ne se cache pas que je pense que la partie éthique est sans doute le facteur qui fait qu'on a réussi à recruter 50% de jeunes femmes. Elles sont aujourd'hui, quand on les rencontre, quand on discute avec elles, très sensibles à l'impact sociétal, aux problématiques sociétales, à l'éthique, aux enjeux éthiques. Et je pense que cette manière d'aborder l'IA, ou en tout cas la science, les sensibilise et puis les fait les recruter beaucoup plus qu'avant. Oui. Du très pragmatique là aussi, c'est le fait de se dire que l'enseignement supérieur a un coût. Et c'est vraiment une question que vous ne minorez pas, et l'un et l'autre. Eric, chez vous, c'est très simple, on propose un prêt dès l'entrée à AlgoSup. Oui, alors effectivement, l'école est payante, c'est 9 500 € par an sur 5 ans, donc c'est quand même une somme importante. Mais pour justement éviter de sélectionner sur, on va dire, la capacité de pouvoir s'autofinancer, toute personne qui est prise chez AlgoSup dispose d'un prêt sans garantie, sans caution, qui va financer l'intégralité des études, donc avec nos partenaires bancaires, et qui commencerait à être remboursé au bout des 5 ans. Donc de cette manière, en fait, tout étudiant qui va être pris chez AlgoSup aura la possibilité de trouver une solution pour financer ses études. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est très important parce que c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure sur la façon d'être implanté dans un territoire. Il faut aussi trouver l'environnement pour pouvoir accueillir, loger ces étudiants et ces étudiantes. Même chose du côté d'Event City. Cette fois-ci, ce sont des bourses que vous proposez, 20, je crois. Alors, il y a deux choses. Pour revenir, c'est vrai qu'on a les prêts bancaires, effectivement, l'alternance pour les 2 dernières années, qui permet quand même de réduire la facture de ces 5 ans d'école. Mais effectivement, on a voulu, toujours dans ce souci de diversité, permettre à des jeunes brillants de ne pas se censurer et de venir à Event City, de candidater à Event City s'ils le souhaitent. Et donc, on a offert pour la première année 20 bourses d'excellence, 20 bourses d'exonération de frais de scolarité sur la totalité du cursus, sur les 5 ans. Et ces 20 bourses, effectivement, on y est éligible sur critères sociaux et critères d'excellence. Mais effectivement, on veut permettre à ces jeunes de briser
le plafond de verre et de ne pas s'auto-censurer pour des problèmes financiers. Et on espère pouvoir monter ce nombre de bourses chaque année grâce au fonds de notation. Mais oui, évidemment. Ce qui est une solution très pragmatique et très réaliste pour pouvoir justement mettre en avant cette diversité et ces talents, d'où qu'ils viennent, et ils sont nombreux justement. On ne va pas se mentir, on ouvrait cette émission en rappelant ces chiffres et ces engagements, notamment d'un candidat, Emmanuel Macron pour ne pas le citer, 400 à 500 000 talents du numérique formés sur les 5 prochaines années sur un éventuel futur quinquennat. Vous n'allez pas être de trop pour y arriver. Si je compte AlgoSup, Haven City, Guardia Cyber Security School, tiens par exemple, Epita, Epitech, 42, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Est-ce qu'il faut de tout pour faire un écosystème de l'enseignement numérique et des métiers justement de ce secteur ? Oui, complètement. De toute façon, toutes les écoles ont des styles différents et on ne se voit pas du tout en concurrence. Parce que de toute façon, il n'y a pas assez de personnes qui sont formées. Donc, au contraire, il faut aller chercher plus d'étudiants. Alors, c'est vrai qu'à la fin, on va peut-être aller chercher les mêmes étudiants et donc on ne va pas nier que oui, il peut y avoir une forme de concurrence, mais peu importe. Ce qui compte, c'est de former de plus en plus de développeurs, d'ingénieurs pour aller justement pouvoir répondre à ces problématiques des métiers de demain. Et donc, il faut avoir des styles différents, il faut avoir des écoles différentes. Je pense qu'il y a beaucoup de choix et ça, c'est super. Il faut continuer comme ça. Là, il n'y a pas de doute sur le sujet. Lucille ? J'ajouterais que la concurrence est stimulante et puis de se dire que s'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et qu'effectivement, le besoin est net, le besoin est crucial. Après, il faut simplement pouvoir dire la vérité à nos jeunes, ne pas leur promettre tout et n'importe quoi et voilà, et s'assurer qu'on est bien dans un vecteur d'employabilité. Par la suite. À la fin, c'est ça qui fait, effectivement, c'est quand on sort, est-ce qu'on est employé et à quel salaire ? Ça, c'est la première question de tous les étudiants, c'est normal, même s'ils sont là aussi par passion, il y a quand même ce critère très pragmatique d'employabilité. Et la réponse est ? La réponse est, pour l'instant, nous, on n'a pas encore formé de développeurs qui sont sortis de l'école. Mais donc c'est une responsabilité en fait, sur laquelle on s'engage, et on est conscient du poids de cette responsabilité. Mais bon, on met tout en œuvre, on n'a pas de doute sur le sujet, on maîtrise, je pense, bien ces critères-là, et on n'a pas de doute sur le fait que les étudiants d'AlgoSup diplômés seront bien placés sur le marché. Dernière petite question, et je sais qu'Édouard Deniau va m'en vouloir pour cette dernière petite question, mais justement, l'importance du diplôme, est-ce que c'est quelque chose qui fait la différence dans ces métiers du numérique ? Est-ce qu'il y a un label, un diplôme universel à avoir, ou justement pas, parce qu'on se le dit, ces métiers de demain, ces 85% de métiers de 2030 qu'on ne connaît pas encore, il n'y aura pas de diplôme pour pouvoir justement s'y préparer. Est-ce que le diplôme, ça fait encore une différence sur notre secteur ? Le diplôme, il sanctionne un bloc de compétences. Et ce bloc de compétences, malgré tout, me semble, on ne veut pas passer outre. Donc oui, effectivement, le diplôme. Et puis on est encore dans une société diplômante qui ne fait pas fi du diplôme. Je crois que pour l'instant, on pourra pas aller contre. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que la plupart des écoles qui avaient monté des écoles sans diplôme, en fait sans diplôme de sortie, viennent chercher le diplôme d'autre école, ou s'appuie sur le diplôme d'autre école. Vous pensez à une école à 2 chiffres, par exemple ? Non, mais pas quelle. Non, c'est vrai que le diplôme, aujourd'hui, est demandé par les étudiants. Ils veulent quelque chose parce que ça les rassure. Ça les sécurise. Maintenant, en tant qu'employeur, je veux dire, on s'en fiche. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je nuance cette réponse. Je pense qu'on doit en avoir et on en aura, et parce que ça fait partie, en fait, on va dire, de la culture française, mais aussi être un diplôme, c'est aussi être prisonnier d'un certain carcan de la manière dont on va faire l'enseignement. Et quand on veut sortir un petit peu de ces carcans, justement, on n'est plus dans les cases et on ne peut pas avoir un diplôme d'ingénieur. Par exemple, si on veut faire un diplôme d'ingénieur, il faut faire un certain nombre de choses que nous, on ne pense pas forcément utiles par rapport à cette employabilité. Donc c'est un sujet qui est complexe, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, on y répond par un titre RNCP parce que c'est nécessaire. Mais voilà, je suis plus nuancé sur vraiment l'utilité concrète et réelle à long terme. J'entends bien, et c'est pour ça que nous ne sommes ni école de commerce, ni école d'ingénieur, pour justement ne pas être dans ces cases. L'hybridité justement de ces formations pour aller chercher celles et ceux, c'est peut-être d'ailleurs vous, juste là derrière votre écran, ces 400-500 000 talents du numérique d'ici 5 ans. Vous êtes en train de passer le bac, ou vous l'avez déjà passé, vous pouvez évidemment candidater et regarder les sites de ces 2 écoles, Haven City d'un côté, AlgoSup de l'autre, et peut-être même de façon complémentaire. Merci infiniment Henrique Larchevêque d'avoir été avec nous. Merci Lucille Robinet. Merci à vous. Merci comme toujours à toi, évidemment, Amélia, pour ce beau portrait de Maria Montessori. On se retrouve très vite, nous, dès demain en plateau pour un autre épisode de l'École du Futur.